En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, chère Fortunée, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode, un peu touchy, on doit bien l'avouer. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mariage, de Pacs et même de divorce, afin de préparer tes finances de couple, tout simplement. Personnellement, j'aime l'idée d'avoir un compagnon de vie qui reste parce qu'il en a pleinement envie, et ça veut dire qu'il ne faut laisser la place à aucun conflit financier. Je trouve ça horrible de se dire que on part ou on reste à cause de l'argent et non pas pour la personne que l'on a en face de nous. Et du coup, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Alors l'objectif aujourd'hui n'est pas de t'imposer ma vision de voir le mariage, le couple, etc. mais bien de reprendre les avantages, les inconvénients du mariage, du Pacs, de voir un petit peu tous les changements financiers qui existent dans un couple et de les anticiper tout simplement pour avoir une relation saine. Et on parlera un petit peu de divorce ou de séparation pour comprendre un peu si jamais ça devait se produire, quelles seraient les répercussions en fonction du choix que tu aurais fait. Et l'idée, c'est de vraiment, toi, découvrir quelle est la formule qui te plairait le plus et de l'adapter à ta situation parce que, encore une fois, on n'a pas tous la même vision et 2, on n'a pas toutes les mêmes situations. Nous, dans notre couple, on est tous les deux indépendants. Ça n'a pas de sens d'opter pour un mariage classique sous le contrat de mariage traditionnel qui est le partage des biens, enfin le bien de la communauté, là. Chez nous, c'est impossible. Ça aurait un poids tellement lourd au niveau financier si on devait se séparer, ça nous tuerait tous les deux en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il va falloir l'adapter à ton couple et à ta vision d'un couple. Et l'objectif de cet épisode, c'est de faire un petit peu un tour de terrain de ce qui existe, de te montrer tout ce qu'il y a et toi de pouvoir être à l'aise dans le choix que tu as fait ou que tu feras à l'avenir. Alors j'espère que tu es bien installé. On commence tout de suite, monte le son. Dans un premier temps, on va faire un petit tour d'horizon sur les avantages et les inconvénients financiers du mariage et du Pacs. Donc le mariage et le Pacs, ce sont deux engagements qui ont des impacts financiers non négligeables tous les deux. D'un côté, le mariage, donc le plus traditionnel on va dire, ça offre des avantages fiscaux. Finalement, vous allez faire une déclaration d'impôt sur le revenu globale. Donc plutôt que de faire une feuille d'impôt tous les deux chacun, vous allez en faire plus qu'une seule et généralement ça permet de réduire votre imposition sur le revenu, surtout quand tu ajoutes après des enfants, ce qui vient encore plus les déduire fiscalement. En revanche, il engage chaque partenaire à une responsabilité financière partagée, y compris pour les dettes. Tu connais bien la phrase « pour le meilleur et pour le pire ». Et il ne faut pas oublier pour le pire. Souvent pour le pire, on pense à une maladie, un mauvais état de santé, d'être là pour les coups durs de son conjoint et ça nous paraît tout à fait normal et naturel d'être présent. Oui, mais en fait il y a aussi l'histoire des dettes. Si l'un de vous deux décide de faire n'importe quoi avec l'argent commun, tu hérites des dettes aussi. Ou si toi tu fais n'importe quoi avec tes thunes, il hérite de tes dettes. Donc pour le pire, il y a ce problème financier aussi. Le Pacs, lui, c'est légèrement différent. Il est plus souple. Ça va aussi permettre certains avantages fiscaux, puisque vous allez pouvoir faire aussi une et même seule déclaration d'imposition sur le revenu, ce qui va te permettre normalement, le plus souvent, ça dépend, de réduire le barème d'impôt sur le revenu de ton foyer et pareil s'il y avait des enfants. Par contre, ça ne vous lie pas au niveau des finances. C'est-à-dire que si vous rompez votre Pacs, si vous
divorcez de votre Pacs, chacun repart avec ses propres finances, ce qu'il avait avant. Voilà, il n'y a rien qui est rentré en commun, tu ne dois rien à ton partenaire. Chacun reprend ses billes en quelque sorte et à la limite, tu n'as qu'à partager ce que vous avez acheté en commun. Mais le reste du patrimoine qui t'appartient ou lui appartient, ni l'un ni l'autre avait quelque droit que ce soit sur le patrimoine du partenaire. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui font un Pacs et se disent qu'ils se marieront plus tard. Donc c'est vrai que dans l'idée où toi tu aimerais faire un mariage, le Pacs peut être, j'ai envie de dire, une sorte de fiançailles où tu peux déjà bénéficier des avantages fiscaux mais sans prendre le risque financier si jamais ta relation est un peu jeune. Donc ça peut être une première étape en fait, ça peut être assez simple et c'est un simple papier que tu peux aller remplir et signer en mairie. Mais il y en a qui vont choisir le Pacs pour toute la vie et finalement l'associer à leur propre forme de mariage et faire une fête qui va avec parce que le contrat de mariage en tant que tel ne répond pas à leurs besoins et à leur vision de voir le monde. Donc finalement le Pacs peut aussi remplacer un mariage. Il faut juste être à l'aise avec les avantages, les inconvénients, les droits qui s'ouvrent ou non. Notamment, il faudra réfléchir à tout ce qui est succession. Si jamais vous avez des enfants, ça peut valoir le coup de poser les questions à ce moment-là. Est-ce qu'il faut rajouter quelques papiers, quelques contrats au Pacs actuel, faire des sortes de testaments, ou il vaut mieux opter pour un mariage et un mariage par exemple avec un contrat de mariage qui stipule que vous ne faites pas de finances communes, voilà. Donc tout est possible, faut juste prendre le temps d'en parler et s'il vous plaît, ne pas avoir peur d'en parler. Dans mon cas, c'est assez simple, comme je vous l'ai dit, on est tous les deux indépendants. Donc en fait, la question ne se pose pas pour protéger les deux. On n'aurait pas le choix si c'était un mariage que de faire un contrat de mariage ou sinon un Pacs qui fait que ça n'impacterait pas nos deux entreprises et nos deux activités. Parce que si on divorçait, c'est ça qui se passerait. Ça viendrait tuer les deux entreprises. Donc en fait, ça nous mettrait carrément à la rue. Mais si par exemple dans votre couple il y a une indépendante ou un indépendant et l'autre personne elle est fonctionnaire ou salariée, clairement optez pour un mariage avec les biens qui appartiennent à la communauté. Oui, il y en a un qui s'en sort bien en cas de divorce, mais l'autre, et donc l'autre c'est l'indépendant, ça va être compliqué, vraiment. Donc à partir du moment où il y a des entreprises ou une possibilité d'être un jour à son compte, si jamais c'est pas une option que tu veux te fermer, réfléchis-y parce que le mariage avec le contrat traditionnel des biens sous la communauté, c'est touchy, c'est dangereux, c'est un poids financier. Ça ouvre donc la possibilité à un conflit financier un de ces jours. Par amour, on est capable de tout faire au début, mais ce qui serait bien, c'est de jamais regretter ta décision et que ça vienne jamais peser dans la balance. D'ailleurs, je trouve que le couple est beaucoup plus sain quand on sait qu'il n'y a aucun risque de conflit financier. Finalement, vous êtes là parce que vous vous aimez toujours et non pas pour des raisons financières. Moi, je trouve ça carrément plus sain. Mais voilà, encore une fois, c'est ma vision de voir les choses. Donc, fais le point sur c'est quoi vos situations et est-ce qu'un jour tu projettes ou pas d'avoir une entreprise. Si tu penses que c'est une possibilité, même si t'es pas sûr, fais attention à ce que tu choisis. On va maintenant voir tout ce qu'on peut anticiper en termes de changements financiers quand on est en couple. Il y a quand même quelques grandes étapes, quelques points à aborder, notamment l'épargne d'urgence. Comme tu le sais, j'ai déjà fait un épisode pour t'expliquer à quel point c'était important d'avoir un petit matelas de sécurité. Mais finalement, quand on est en couple, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a un fonds de sécurité à deux, ensemble, ou est-ce qu'on a un fonds de sécurité chacun de notre côté ? Ou est-ce qu'on a un fonds de sécurité chacun de notre côté, plus un fonds de sécurité ensemble? Et à quoi ça sert? Et dans quel cas on utiliserait l'un ou l'autre? Ça, c'est une grosse discussion à avoir en couple. Et si vous décidez d'avoir une épargne d'urgence en commun, qui peut vous sauver en cas de coup dur, tu vois, un gros travaux dans votre maison qui est commune, un problème avec l'une de vos voitures, voilà des choses qui impactent directement votre couple, il va falloir mettre en place une stratégie d'épargne d'urgence
pour la constituer. Et là, va falloir en discuter, faire les budgets ensemble, se fixer, comme je te l'ai dit, un montant que vous allez virer sur un livret commun. Et du coup, vous vous engagez à ne pas piocher dedans sans l'accord de l'autre. Et surtout, vous vous engagez à ne pas piocher dedans tant qu'il n'y a pas un vrai coup dur commun. Eh oui. Donc voilà, petit point, petite question à se poser et à mettre en place. Il faut avoir une discussion franche sur le budget. Est-ce que vous voulez un compte commun, des comptes séparés ou les deux? Avoir un compte commun et des comptes séparés. Il faut éviter les malentendus. Il faut que ça soit clair depuis le début. Ensuite, on va parler éducation financière à deux. Il va falloir se former ensemble sur les finances, déjà pour que ça renforce votre couple, que vous soyez alignés avec vos stratégies d'épargne et d'investissement. Et encore une fois, qu'il n'y ait pas de conflit financier. S'il y en a un qui dépense n'importe comment et que l'autre sent que au fond de lui, c'est son argent, c'était pas le tien, t'avais pas le droit de le dépenser parce que en fait c'est moi qui gagne plus et que j'ai mis plus dans le commun et que je devrais avoir le droit de dépenser plus. Enfin ça c'est des discussions mais c'est toxique en fait. Donc essayez de cadrer un peu vos finances et de vous mettre d'accord sur tout ce qui va toucher au commun. Tout ce qui va toucher à la stratégie d'épargne en commun, les dépenses communes, à quoi elles servent, c'est quoi le montant, on l'utilise comment, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Moi, quand je veux faire du shopping, par exemple, c'est mes sous. Donc, si j'ai envie de claquer toute ma thune de mon côté, je peux. Mais jamais je pioche dans le portefeuille commun. Portefeuille commun, c'est les courses et les restos. Vous pouvez anticiper des vacances ou faire en sorte que chacun de son côté, vous mettiez de votre côté à part les vacances si vous voulez. Mais voilà, tout ce qui permet de payer le loyer, les factures, l'électricité, machin. Ça, c'est forcément des dépenses communes. Est-ce que vous allez au-delà? Est-ce que vous mettez de l'épargne? Est-ce que vous mettez les projets vacances? Est-ce que vous mettez les entretiens voitures des deux? Jusqu'où vous allez? Enfin, franchement, passez au crible tous vos comptes et décidez qu'est-ce qui rentre et rentre pas dans vos budgets communs. C'est important d'avoir cette discussion, sinon, vraiment, ça va créer des problèmes. Au début, vous allez passer dessus, mais c'est repousser à plus tard une discussion difficile et des conflits financiers qui arrivent généralement très vite d'ailleurs. Ensuite, quatrième point, mais communiquer sur vos objectifs financiers. Chacun peut avoir des rêves différents. Alors, partagez-les ensemble pour se rendre compte à quel point vous rêvez grand ou petit. On n'a pas tous envie de finir les doigts de pied en éventail sur un transat au bord de la mer des Maldives, mais ça me paraît quand même important de voir si vous êtes alignés sur le futur dont vous rêvez, parce que s'il y en a un qui s'éloigne et qui ne peut pas remplir cet objectif ou qui voit qu'il n'y arrivera pas, ça va pas être ok en fait. Il faut que vous soyez alignés sur ce point-là. Sinon, il y en aura toujours un de vous deux qui ne va pas être pleinement satisfait de la vie que vous menez et c'est triste. Donc, n'hésitez pas à partager vos différents rêves, vos différentes envies et à mettre en place des stratégies d'épargne, d'investissement qui permettent de répondre à vos objectifs à tous les deux. Allez, on passe au point numéro 3, le point un peu plus touchy, un peu moins sympa, le divorce ou la séparation. Personne n'entre dans une union, un mariage, un couple en pensant au divorce. On est tous des éternels romantiques. On ne se lance pas dans une vie avec quelqu'un en se disant non mais de toute façon, dans 3 ans je suis plus là. Non, au début on est tous hyper sincères, c'est normal. Pourtant, aujourd'hui, on le sait tous, il y a énormément de divorces. Mais ce qui est assez curieux, c'est de voir qu'il y a toujours des divorces pour la majorité de mêmes raisons. Donc, les problèmes financiers, ça vient dans le top 3, donc c'est pas pour rien que je vous fais cet épisode. Il y a bien évidemment parfois l'arrivée des enfants, parfois parce que ce sont des surprises, parfois parce que un enfant ça change les habitudes et on n'était peut-être pas assez préparé. Et puis simplement parce que on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes objectifs de vie, qu'on voit pas la vie de la même façon, que nos caractères ça matche pas, il y a tout un tas de raisons, mais à savoir les problèmes d'argent, les discussions d'argent, c'est un gros point noir. Donc si vous pouviez éviter celui-ci, déjà vous réduiriez fortement votre taux potentiel de divorce. Et je trouve ça très sain d'envisager la possibilité, parce que ça permet de rester maîtresse de sa vie quoi qu'il arrive.
C'est un podcast à la base pour les femmes, même si je sais que certains hommes nous écoutent, mais c'est aussi bien d'avoir le point de vue de l'autre côté, donc celui des femmes. Ok, on est très amoureuse, on a les papillons dans le ventre, on dit oui, on se marie. Certaines d'entre nous vont réduire leur temps de travail pour s'occuper des enfants, vont devoir s'arrêter à cause de 1, 2, 3 grossesses. Vont peut-être devoir prolonger leur arrêt parce que les modes de garde, ça court pas les rues et parfois on est obligé de rajouter des temps d'arrêt supplémentaires à la fin de nos congés mater simplement pour attendre que la nounou ait une disponibilité. Quand un proche vient à avoir besoin d'aide au niveau santé, ce sont souvent les femmes qui s'arrêtent ou qui réduisent leur temps. Et puis certaines d'entre nous aspirent à être mères au foyer et là, clairement, du coup, dépendent du revenu de leur conjoint. Toutes ces possibilités-là impactent votre capacité financière si jamais vous deviez vous retrouver solo. Peu importe la solution, la voie que vous choisissez. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, il n'y en a pas une à dénigrer. Soyez libre de faire ce que vous ayez envie de faire. Par contre, personnellement, quand je vois le travail que représente le fait d'être une maman au foyer, solo, sans revenu, et que vous ne bénéficiez donc pas d'une capacité d'épargne et d'investissement possible si vous n'avez pas négocié avec votre chéri une compensation en fait finalement par rapport au fait que vous, la retraite, clairement vous allez être au minimum syndical, donc désolé de le dire, mais si vous perdez votre mari, que ce soit en fin de vie ou parce qu'il décide de partir, votre retraite ça va être galère, hein. Vous allez vivre sous le seuil de la pauvreté, donc faites très attention à ça. Donc il vous faut un moyen de cotiser à côté. Et pour tous les modes de garde que vous économisez, tout finalement cette carrière que vous n'allez pas faire parce que vous avez décidé de dédier votre temps à votre famille, et ce qui est hyper respectable, mais négociez un truc. Il faut que votre conjoint en contrepartie vous aide à vous mettre en sécurité financière et que si jamais aussi il y a un divorce, vous vous retrouviez pas en galère. C'est hyper important. Donc vous choisissez la solution, la vision que vous voulez, mais vous me trouvez la stratégie financière qui fait que quoi qu'il arrive, vous ne vous retrouvez pas à la rue, vous ne vous retrouvez pas en difficulté financière et à la retraite, vous ne vivez pas sous le seuil de la pauvreté, s'il vous plaît. En pensant à qu'est-ce qui se passe dans votre couple si vous divorciez, vous allez peut-être vous rendre compte, est-ce que nous il vaut mieux un mariage, est-ce qu'il vaut mieux un Pacs, est-ce qu'il vaut mieux un Pacs avec tel contrat, est-ce qu'il vaut mieux un mariage avec tel contrat en place, est-ce qu'il vaut mieux ni l'un ni l'autre, est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse juste des contrats autres. Soyez libre de créer vos propres contrats entre vous. Rien ne vous empêche de faire les fameuses fêtes de mariage pour dire que ça y est, vous officialisez que vous avez décidé de vivre ensemble pour toute votre vie, mais de pas forcément le relier au contrat de mariage habituel qui lui n'a pas évolué depuis des millénaires, alors que vous en conviendrez, aujourd'hui la vie d'une femme, d'un couple du 21e siècle ne ressemble pas du tout à celui du Moyen-Âge, et donc ça s'entendrait en fait de devoir faire quelques adaptations à votre contrat de mariage pour mieux coller à votre vie qui n'est pas la même que celle de la voisine et du voisin. Donc essayez d'avoir ces discussions-là. Dites oui par amour et surtout sans aucune répercussion financière pour vous. À mon sens, c'est ce qui fait qu'une belle histoire d'amour peut durer, peut rester, peut être saine tout simplement, parce que vous avez enlevé tous les poids financiers et conflictuels possibles qui parfois sont la seule raison d'un divorce. Alors que si on les avait bien préparés au début, peut-être qu'il n'y en aurait pas eu et que vous seriez toujours ensemble. C'est pas évident à faire comme épisode de podcast, donc j'espère que j'ai été claire. Il n'y a pas de choix meilleur que l'autre. J'aimerais simplement vous faire prendre conscience que même quand on dit oui, même quand on a les papillons dans le ventre, ça n'évite pas le fait qu'il faut parler thunes, qu'il faut parler budget, que ce soit clair, simplement parce que vous devez savoir avec quelle personne vous êtes avant de dire oui. Et du coup, si sur le pilier des objectifs financiers, vous n'êtes pas aligné, c'est compliqué de se dire que ça va matcher toute votre vie. Donc s'il vous plaît, ne faites pas l'autruche, mettez ça sur la table.
c'est pas une discussion douloureuse, c'est quoi vos rêves, c'est quoi ce que vous avez envie le plus dans votre vie, qu'est-ce que vous metteriez en place comme stratégie pour telle ou telle chose qui vous tient à cœur. Il faut simplement que vous soyez ok et open d'en parler avec votre chéri et normalement quand vous faites ça, ça devrait quand même plutôt bien se passer. Et puis libre à vous de vous prendre le chou parce que vous avez 2 caractères de feu et ça matche pas, et ben c'est pas grave, ça n'aura pas de répercussions financières, vous repartirez chacun de vos côtés, vous retrouverez votre nouvelle pépite un peu plus loin. Et encore une fois, il faut accepter que pour la majorité d'entre nous, le contrat de mariage actuel n'est plus du tout adapté à notre génération et à notre mode de vie. Alors permets-toi de faire ta tambouille et de te renseigner sur les contrats que tu peux ajouter et de le faire 100% personnalisé à ta personnalité, à tes objectifs, à ta vision du monde et du couple. Et sens-toi libre également de te marier en faisant la fête avec ta famille, même si le papier que tu signes, c'est un pax. Personne n'a dit qu'on ne pouvait pas se paxer en super robe blanche de mariée avec toute la famille, simplement parce que le papier qu'on signe n'est pas un contrat de mariage. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Bouge un peu les codes, fais ce qui te plaît, fais un truc qui te ressemble. Après tout, nous sommes toutes différentes et pourtant, dans le monde entier, on veut nous marier avec les mêmes contrats de mariage depuis la nuit des temps. Pourtant, les époques ont évolué, elles ont avancé, les couples ne se ressemblent plus, nous sommes tous de plus en plus différents, nous avons des modes de vie mais très différents. C'est une lubie, c'est complètement absurde de penser qu'on peut tous rentrer dans le schéma traditionnel du contrat de mariage classique. Aujourd'hui, ça n'a parfois plus de sens ou plus pour tout le monde. Alors sentez-vous libre de faire les choses à votre façon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!